Et nous allons maintenant passer à la dernière communication de M. Wolf Feuerhahn, qui est chercheur au CNRS, appartenant au Centre Alexandre Koyré, et qui travaille sur l'histoire de l'organisation des savoirs, ce qui est tout à fait adéquat. Il a notamment travaillé aussi sur la politique des chaires au Collège de France. Donc nous sommes au cœur du sujet. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vais essayer de ne pas être trop long pour ne pas abuser de votre patience après une journée qui a été très remplie. Je suis en fait très heureux d'avoir l'occasion, dans le cadre de cette journée, de reprendre des questions que je me suis posées pour la préparation du livre sur la politique des chaires au Collège de France, mais que j'avais dû laisser sans réponse il y a 1 an et demi ou 2 ans. Je ne veux pas dire par là que je serai aujourd'hui en mesure de fournir les réponses que je cherchais à l'époque, mais j'aimerais profiter de l'occasion pour essayer d'avancer un petit peu dans cette voie et de poursuivre l'enquête, voire éprouver quelques hypothèses que j'avais émises à l'époque et qui me restent en tête. Donc c'est beaucoup plus d'un work in progress qu'il s'agira aujourd'hui que d'un résultat harmonieusement ficelé et définitif. Je ne sais pas si cela existe, mais en tout cas, ce ne sera pas ça que je vous présenterai aujourd'hui. J'attends donc aussi beaucoup de vos remarques, suggestions, etc. Vous verrez qu'il y a toute une série de données quantitatives que j'ai essayé de construire. Je dois déjà, grâce au dernier intervenant, ajouter 2 personnages qui m'avaient échappé. Pas seulement parce qu'ils avaient fait le chemin dans l'autre sens, comme vous l'avez dit, mais aussi parce que le statut de directeur d'études sans traitement ni enseignement m'avait échappé. Voilà, bon, tout existe. L'image de l'antichambre peut surprendre. Elle suppose qu'en passant d'une institution à l'autre, on passerait, on va dire, de l'ombre à la lumière, de la modestie à l'apparat. Elle suppose également qu'il n'y ait qu'une voie d'accès à ce qui, au cours du XXe siècle, est devenu le lieu le plus prestigieux de la science française, autrement dit le Collège de France. Il faut avoir en tête que cette situation du Collège de France, j'y reviendrai plus tard, mais cette situation du Collège de France est une nouveauté, en tout cas pour l'historien qui regarde les choses avec plus de distance, c'est une nouveauté du XXe siècle. Je dois donc expliciter les questions qui m'occupent, mais avant surtout rappeler que dans cette image de l'antichambre, il faut aussi avoir présent à l'esprit que nous étudions ici un mouchoir de poche des institutions parisiennes de prestige, des institutions de la montagne Sainte-Geneviève. Si l'on prend un tout petit peu plus de distance, on peut aussi relativiser les catégories d'ombre et de lumière ou de modestie et d'apparat. Voilà. Donc, je préciserai donc tout d'abord les questions qui m'occupent. Sans, comme je l'ai dit, pouvoir y répondre nécessairement. La première, c'est de savoir à partir de quand, et si possible, comment s'est imposée l'idée qu'une carrière académique française ascensionnelle ne peut fonctionner que dans un sens. En l'espèce, à partir de quand cela devint-il pour tous évident qu'une telle carrière commençait par le PHE et se finissait au Collège de France, et non l'inverse? Ça a déjà été un peu abordé, mais c'est un point qui me semble important à noter. Deuxième question, jusqu'à quel point et dans quel domaine l'école pratique des hautes études a-t-elle pu jouer un rôle de tremplin pour accéder au Collège de France? C'est là la question centrale, évidemment. Enfin, dernière question, celle de savoir comment les professeurs, qui pour la plupart continuaient à accumuler des fonctions dans les 2 institutions, il en a été question, j'essaierai là aussi de vous fournir quelques données quantitatives, ont distribué et réparti leurs enseignements entre la petite chapelle et la grande église, pour reprendre l'amusante expression de Gaston Paris que vous avez reprise pour intituler votre journée d'études. Pour répondre à ces questions, je m'inscrirai donc dans le fil de mon enquête sur les intitulés, en comparant les intitulés de direction d'études et de chaires. Il y aurait évidemment à aller plus loin et à regarder de près l'ensemble des résumés d'enseignement. J'en suis loin. Il est une question dont je ne parlerai pas, que je ne traiterai pas, mais qui évidemment est un peu à l'arrière-plan aussi, c'est celle de savoir quel est le comportement
de ces cumulants EPHE, Collège de France, au sein des assemblées? Autrement dit, fonctionnent-ils en bloc? Votent-ils de la même manière? Soutiennent-ils les mêmes candidats? Ou bien sont-ils dans des controverses entre eux? Et comment se jouent ces controverses? La plongée dans les archives peut d'abord surprendre. On ne trouve quasiment nulle part de traces d'une concurrence entre l'EPHE et le Collège de France. Pourtant, lorsque l'EPHE est fondé, le Collège de France est en bien mauvaise posture. Dès mars 1852, 4 mois après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, le Collège de France, comme tous les établissements publics d'enseignement, avait vu son fonctionnement étroitement contrôlé. Il en a été question ce matin avec ce fameux décret de mars 52. Le règlement de 1857, imposé par le nouveau régime, entérina ce contrôle politique. Dès lors, l'Assemblée n'était plus maître en son domaine et l'administrateur ne pouvait plus la réunir quand il le souhaitait. Les années 1860 furent marquées par ce fait institutionnel et ses conséquences directes sur les enseignements. L'affaire Renan est évidemment l'effet le plus connu de cette situation. Le titulaire de la chaire de langue hébraïque, chaldéique et syriaque en avait été destitué en 1864 suite à sa leçon inaugurale où il avait présenté Jésus comme un homme incomparable, je le cite, puis à la publication de la vie de Jésus en 1863, c'en était trop. Avant la publication des décrets fondateurs de l'École pratique des hautes études au mois de juillet 1868, l'Assemblée du Collège de France du 9 février 1868 dut se pencher sur la succession de Salomon Munk, élu à la place de Renan. Était-ce une tentative pour changer la donne, pour rétablir Renan dans ses droits, ou le résultat d'un changement d'atmosphère politique que pressentaient les membres du Collège de France? En tout cas, les professeurs en profitèrent pour revendiquer auprès de leur ministre de tutelle un changement de règlement. Victor Duruy était aux yeux des partisans de Renan une figure relativement ambivalente, parce qu'il avait été, mine de rien, le signataire de la destitution de leur héros, même si, parallèlement, il en reprenait les mots d'ordre en vue d'un renouvellement de l'enseignement supérieur français. Dans un courrier qui lui était adressé à l'issue de cette assemblée du mois de février, il faisait valoir une définition du Collège de France qui tranchait avec celle qui valait auparavant et reprenait la définition promue par Renan depuis 1856 et dont on a souvent évoqué l'expression la plus connue, la science en voie de se faire. Je cite donc cette missive au ministre. « Cependant, votre Excellence n'ignore pas quel est le rang que le Collège de France a toujours occupé dans le corps enseignant et qui lui appartient en raison même de ses origines et de ses attributions. Il n'a point, comme les facultés, pour tâche de préparer la jeunesse aux diverses carrières qui s'ouvrent devant elle, en l'initiant aux connaissances généralement acceptées ou consacrées. Son rôle est purement spéculatif et par conséquent d'un ordre plus élevé. Il est chargé d'ouvrir à la science des voies nouvelles et autant qu'il est en son pouvoir de la faire avancer sans autre but que la vérité, sans autre intérêt que l'honneur de l'esprit humain. Aussi, l'histoire du Collège de France se trouve-t-elle en quelque sorte confondue avec celle des progrès des connaissances humaines. Dès qu'une science nouvelle, qu'un nouvel ordre de recherche commence à se faire jour, il est représenté dans notre glorieuse institution, dont Erasme a pu dire que la France est plus heureuse de la posséder que si toute l'Italie était devenue sa conquête. » Hormis la mention qui a déjà été évoquée ce matin par Céline Surprenant, dans le cadre d'une assemblée de la fin de l'année, du mois de décembre, si je ne m'abuse, 1868, on ne trouve pas mention de l'OPHE dans les assemblées suivantes. Pourtant, des professeurs du Collège de France se sont d'emblée engagés pour la réussite de l'École pratique des hautes études, alors que par ailleurs, il y avait de fortes réserves de certains de ses membres, comme le plus illustre d'entre eux, Renan évidemment, et là je renvoie à l'excellent article de Sergueï Kozlov qui a déjà été mentionné et qui relate de près la situation ambiguë et les positions variables et surtout les deux tendances, on va dire, celle qui souhaitait une rénovation de l'institution en son sein et puis celle qui souhaite, et c'est l'option que choisira Duruy, créer une école à part. Donc la question, c'est évidemment pourquoi cette coopération
Est-ce que par là, c'est la volonté de contrôler cette institution nouvelle qui risque de lui faire de l'ombre? Est-ce que, au contraire, c'est d'emblée l'idée qu'il va y avoir un partenariat qui va s'établir? Est-ce que la hiérarchie est déjà dans les têtes? En tout cas, il y a une insistance qu'on trouve dans les textes à plusieurs reprises sur le caractère pratique de l'école pratique, insistance qui tient aussi au décret, puisque si je lis la lettre du décret, mais ayant pour but de placer à côté de l'enseignement théorique les exercices qui peuvent le fortifier et l'étendre. Autrement dit, c'est déjà, même si c'est une remise en cause d'un enseignement qui serait simplement ex cathedra et simplement théorique, c'est aussi rappeler, utiliser la vieille opposition entre enseignement théorique et enseignement pratique, et donc, quelque part, ça peut être aussi utilisé à des fins qui seraient celles du rappel de la hiérarchie entre un collège de France voué au développement d'une science et à son exposition ex cathedra, et de l'autre côté, l'école pratique qui fournirait les exercices qui forment la jeunesse à cette science. Tout cela reste soumis à vérification, enquête, etc. Les documents, là j'attends beaucoup de la lecture du livre qui est paru aujourd'hui, si j'ai bien compris. Je ne reviendrai pas en tout cas sur cet engagement dont il a été amplement question, mais j'indiquerai simplement quelques repères relatifs à la cristallisation d'un parcours type. Alors, j'ai tenté de faire un comptage, donc, auquel il faudrait rajouter un individu, Paul Pelliot, sur les 100, et j'ai dénombré 111 professeurs du Collège de France ayant exercé à l'école pratique des hautes études. Parmi ces 111 professeurs du Collège de France, j'en ai dénombré 20 seulement, soit 18%, qui ont d'abord été élus au Collège de France avant d'exercer à l'EPHE. Sur ces 20, 6 avaient été élus au Collège de France avant 1868, autrement dit avant l'existence de l'école pratique des hautes études. Antoine-Jérôme Ballard, Claude Bernard, Marcelin Berthelot, Michel Bréal, Alfred Maury, Léon Régnier, toutes figures qui ont été évoquées depuis ce matin, et qui ont fait partie, pour la plupart d'entre elles, de ce groupe de professeurs qui s'est d'emblée engagé dans la mise en place de l'école pratique des hautes études dès le départ. À ce premier groupe, on peut ajouter 4 professeurs ayant obtenu leur poste dans les années qui ont tout juste suivi la création de l'école pratique des hautes études, de Frémery, Oppert, Gaston Paris, Ranvier, ainsi qu'Albert Réville, car son élection au Collège de France en 1880 sur une chaire d'histoire des religions précédait la création de la 5e section des sciences religieuses en 1886. Les 9 autres l'ont été plus tard pour des raisons, alors je cite notamment Clermont-Ganneau, Fèvre, Fosset, Monceau, Grenier, Loisy, Maspero, Massignon, Vallon, Chavannes, Pelliot, je rajoute, l'ont été plus tard pour des raisons à chaque fois très circonstancielles que je ne pourrais pas détailler ici, mais qu'il faudrait regarder de près. Vous nous en avez donné deux magnifiques exemples. En tout cas, après l'élection de Lucien Fèvre à la 5e section en 1943, cela ne se reproduisit plus. Si les premières carrières commençant à l'école pratique des hautes études pour finir au Collège de France peuvent être observées dès les années 1880, c'est le cas de Guyard, de Darmesteter, de Louis Havet, dont il a aussi été déjà question, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le passage par le PHE précède toujours l'élection au Collège de France. Si l'on regarde maintenant les 91 professeurs dans ce cas, et si l'on soustrait les 11 professeurs pour lesquels je n'ai pas réussi à trouver une information fiable, se répand très vite une caractéristique spécifique. C'est la caractéristique, dont il a aussi été beaucoup question, celle du cumul. Alors que les professeurs qui viennent d'universités ou même de grands organismes de recherche après 1945 renoncent à leur poste antérieur, les directeurs d'études de l'EPHE, comme de l'EHESS, conservent très souvent un enseignement dans cette institution. Il n'est pas impossible que l'absence, là aussi, hypothèse, il faudrait étayer les choses, mais il n'est pas impossible que l'absence de collation de grades au Collège de France n'y soit pas pour rien. Il s'agissait peut-être aussi pour beaucoup de maintenir la possibilité de liens étroits avec leurs étudiants, et en particulier de leurs étudiants doctorants. Quoi qu'il en soit, ce fait reste spécifique.
Sur les 80 professeurs en question, j'ai dénombré 54 cumulants, soit 67,5%. D'un point de vue chronologique, a priori, je ne vois pas d'évolution de la pratique en matière de cumul, mais cela resterait à examiner de plus près et à mettre en rapport avec les réformes du doctorat et, depuis quelques années, le nouveau règlement du Collège de France. J'en arrive maintenant à ma deuxième question. Le passage par l'école pratique des hautes études constitue-t-il un bon tremplin pour accéder au Collège de France et, le cas échéant, dans quel domaine? Pour répondre correctement à cette question, il faudrait retrouver l'établissement d'enseignement d'origine de tous les professeurs élus depuis 1868 et comparer le nombre de candidatures des professeurs élus en fonction de leurs origines. Vous vous doutez que je n'ai pas pu faire ce travail. On aurait ainsi une sorte de véritable mesure de l'espérance d'être élu. J'aimerais toutefois vous proposer quelques données, là aussi quantitatives, qui, j'espère, pourront sembler éclairantes. Pour ce faire, je me suis basé sur l'édition 2016 de ce qui s'intitule « La liste des professeurs depuis la fondation du Collège de France en 1530 », qui est disponible sur le site du Collège de France, et pour laquelle je vous donne déjà quelques données en nombre absolu. Donc, comme je l'ai dit, je dénombre 111 professeurs du Collège de France ayant exercé à l'école pratique des hautes études, section 1 à 6, et ou à l'école des hautes études en sciences sociales à partir de 1975. Voilà les nombres absolus. Donc, première section mathématiques, 0, deuxième section physique-chimie, 2, troisième section sciences naturelles, 6, quatrième section sciences historiques et philologiques, 59, cinquième section sciences religieuses, 23, les cumulants des sections 4 et 5, 3, sixième section, 7, et cumulant section 4 et 6, 1, cumulant section 5 et 6, 3, et école des études en sciences sociales, 7. En sachant qu'évidemment, nous sommes sur des ordres des périodes variées. Autant pour la cinquième section, les choses peuvent être relativement homologue ou comparable avec celle de la quatrième section, puisqu'elle est créée en 1886, autant pour la sixième section créée en 1947, on n'est plus du tout sur des périodes comparables. Par contre, si ça peut vous intéresser, puisque je ne pourrais pas en parler beaucoup plus par la suite, on peut... il y a une chose qui est relativement intéressante à noter, c'est que la sixième section, donc, qui a une durée de vie de 28 ans, a fourni 7 professeurs au Collège de France, c'est-à-dire le même nombre que l'école des hautes études en sciences sociales sur une période qui court sur 41 ans. Donc là, ça permet aussi de relativiser peut-être certaines impressions qui sont liées à la renommée de certains professeurs, qui font qu'on a l'impression que l'école des hautes études en sciences sociales est de nos jours un pourvoyeur de professeurs au Collège de France aussi important que, par exemple, la quatrième section. Au vu de mes statistiques, ce n'est pas ce qui ressort. Pour raisonner maintenant en termes de pourcentage, il faut ne considérer que les professeurs élus au Collège de France entre 1869 et 2012, c'est-à-dire la date de la dernière édition d'une source qui est le tableau des chaires depuis 1800, que les lecteurs de l'annuaire du Collège de France connaissent bien, ou au moins ceux qui lisaient justement l'annuaire du Collège de France jusqu'en 2012, parce qu'après 2012, il n'est plus réactualisé, il ne figure plus. Donc je n'ai pu utiliser que l'édition de 2012. Et donc, il faut soustraire à ces 111 professeurs, 5 professeurs élus depuis 2013, mais aussi ceux qui avaient été élus avant 1869, c'est-à-dire un total d'exclus de 11. Et donc, ça nous donne le résultat suivant. Entre 1869 et 2012, nous avons 368 professeurs qui ont été élus au Collège de France. Parmi ces 368 professeurs, 100 exerçaient à l'EPHE, autrement dit 27,17%. Ces pourcentages doivent toutefois être encore pondérés par le fait que si l'école pratique des hautes études regroupait autant des sections de sciences que de lettres, les premières n'ont quasiment pas fourni de professeurs au Collège de France. Les sections 1 à 3, vous voyez, on arrive à un total de 8 professeurs au Collège de France. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas, à l'occasion, pu servir de tremplin. J'aimerais vous évoquer un cas relativement intéressant qui pose la question de la place des laboratoires qui a été aussi mentionnée à un moment. Je vais expliquer ce point.
les laboratoires, comme les bibliothèques, sont devenus, à partir de la fin du XIXe siècle, un marqueur de qualité scientifique. Et comme l'a montré Yann Renisio, l'investissement dans des structures lourdes et qui se veulent pérennes, comme les bibliothèques et les laboratoires, a eu un impact sur les procédures d'élection au Collège de France et ont souvent favorisé une reconduction des intitulés ou au moins des domaines de recherche. Autrement dit, une fois qu'on a investi dans une bibliothèque ou dans un laboratoire, on n'a pas envie qu'au bout de 5 ans, sous prétexte que l'âge de la retraite du professeur en chaire est arrivé, cet argent ait été gaspillé. C'est très net dans le cas d'Henri Pierron, maître de conférence à la 3e section d'École pratique des hautes études depuis 1907. Comme l'ont bien mis en évidence Jacqueline Carroy, Annico Haillon et Régine Plat, les rapports de présentation qui ont été rédigés par Pierre Janet pour soutenir les différentes candidatures d'Henri Pierron au Collège de France mentionnaient toutes deux explicitement le fait qu'il dirigeait déjà depuis 1912 le laboratoire de psychologie physiologique qui, après avoir été lié à la chaire de psychologie expérimentale et comparée du Collège de France, avait échappé, au moment où elle est passée sous la direction de quelqu'un qui n'était pas professeur au Collège de France, Alfred Binet, à cette institution. Autrement dit, ça avait été perdu. Janet en était fort mari, et pour Janet, l'objectif, c'était avant tout de récupérer cette institution qui était marqueur de sciences, y compris à l'échelle internationale, où les laboratoires de psychologie avaient essaimé fortement. En l'espèce, diriger un laboratoire a donc été une aide précieuse pour l'élection d'Henri Pierron, qui va s'investir après son élection, à partir de 1925, dans l'administration des 3 sections scientifiques de l'EPHE, et qui deviendra même en 1937 président de la 3e section des sciences naturelles. Je ne sais pas si vous pouvez bien lire le passage, mais voilà. Alors, dans la première candidature, celle de 1922, de là l'utilité d'un enseignement nouveau qui sera celui de la physiologie des sensations. Cette création aurait en outre l'avantage de rattacher au Collège de France un laboratoire qui s'en est trouvé séparé depuis plusieurs années. Alors, l'acrimonie est encore plus nette dans le deuxième. J'ai exprès fait une autre diapositive parce que là, je crois qu'on n'a plus rien à lire. Voilà. Là, vous allez mieux lire. L'étude de la psychologie expérimentale s'est développée et compliquée depuis quelques années. Elle s'est subdivisée. Quand la chaire de psychologie expérimentale est comparée, qu'il a l'honneur d'occuper, bon, ça se passe plus, on transforme le texte pour l'insérer dans le registre, que j'ai l'honneur d'occuper, a été fondé pour M. Ribot. Un laboratoire indispensable lui était assuré et il fut placé à l'école des hautes études. M. Binet, qui n'avait pas été cité la première fois, donc ça n'avait pas suffi à faire élire Pierron, donc il en rajoute une couche, si vous me permettez l'expression. M. Binet, qui n'en était le directeur, s'est rendu indépendant de la chaire du Collège de France, et après sa mort, je n'ai pu obtenir le rattachement de ce laboratoire au collège. Comme mon laboratoire était à la Salpêtrière, mon enseignement s'est orienté vers l'étude des fonctions psychologiques supérieures, et le titre de psychologie comparée a été surtout compris dans le sens de la psychologie pathologique. Et donc l'idée, c'est de dire qu'il faut réintroduire le laboratoire de psychologie. Il ne suffit pas d'avoir un laboratoire à la Salpêtrière, il faut avoir un laboratoire aussi récupérer le laboratoire de l'école des études, qui permettra de faire autre chose que la psychologie pathologique, de la psychologie physiologique, puisque son objet n'est pas la normale, si vous me permettez l'expression. Voilà. Qu'en est-il maintenant des sections 4 à 6 de l'école pratique? Pour avoir une représentation de leur importance relative, il faut prendre en compte la spécificité du partage des savoirs qui est promu par le Collège de France depuis le XIXe siècle. En effet, à la différence de l'université napoléonienne, il n'a jamais été structuré explicitement à l'aide de l'opposition entre sciences et lettres. Par contre, avec la prise du pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, le décret du 9 mars 1852 imposait que, pour chaque chaire ouverte, les 2 candidats retenus par le collège ne soient pas les seuls en lice, mais que l'académie dont relevait la chaire propose également 2 noms et que le président de la République puisse en proposer un. De fait, ça n'a pas eu lieu, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que chaque chaire se voit relevée d'une académie. Donc, il y a un contrôle systématique par l'académie du vote. On en a vu un exemple tout à l'heure. Il y en a
toute une série d'autres. Donc, systématiquement, l'Institut discute des choix effectués par le Collège à partir de cette date. Et ça ne change pas, y compris après 1873 et le rétablissement d'un règlement plus libéral. Donc, à partir de 1852 et sur ordre de l'empereur, c'est donc l'organisation des académies qui fournit ce qu'on pourrait appeler les métacatégories organisatrices des savoirs au Collège de France. Autrement dit, on va grouper par française, inscription et belles-lettres, sciences morales et politiques. Grâce au travail de Yann Renisio, on possède un dénombrement du nombre de chaires par académie créées entre 1832 et 1939. Alors, il m'a très gracieusement permis de bénéficier de cette base de données, dont je me suis servi pour essayer d'interroger le lien avec l'école pratique. Étant donné que l'école pratique ne se constitue pas avant la fin des années 1860, nous allons donc considérer les chaires pour lesquelles un professeur a été élu à partir de 1869 et jusqu'en 1939. Alors ça a évidemment un impact collatéral, c'est l'invisibilité ou l'invisibilisation, je ne sais pas si l'expression existe, de la 6e section et de l'école des hautes études en sciences sociales, pour laquelle il faudrait faire un travail à part. J'espère que on attend un jour. Voilà. Au cours de cette période, on dénombre 157 intitulés, dont 41 sont portés par des professeurs ayant exercé ou continuant à exercer à l'école pratique des hautes études. Mais au sein de cette population, la répartition est loin d'être égale. On compte seulement 4 représentants de la 3e section, Ranvier, Pierron, Joly et Vallon, 8 représentants de la 5e section, Réville, Albert et Jean, Loisy, Massignon, Millet, Mauss, Gilson, Fèvre, et 29 représentants de la 4e section, en sachant que je comprends Sylvain Lévy dans la 4e, alors qu'il était cumulant 4e, 5e. Certes, la 5e section n'existe pas sur toute la période, elle est ouverte en 1886, comme j'ai déjà rappelé tout à l'heure, et en termes démographiques, la 4e section est plus nombreuse. Sur ce point, là aussi, des données me manquent concernant la population, mais la disproportion n'en reste pas moins notable. L'hypothèse, donc je vous montre peut-être juste ici Bon, je vous expliquerai ça après, excusez-moi. L'hypothèse que j'aimerais faire est donc la suivante. L'organisation des savoirs au sein du Collège de France, qui a été imposée par Napoléon III, dont j'ai parlé tout à l'heure, en 1852, a eu un impact majeur sur la probabilité d'accession à cette institution. Donc, si je me base sur les analyses statistiques mentionnées de Yann Renisio, on voit la part de des académies en termes de nombre de chaires. Le taux des chaires relevant de l'Académie des sciences passe sur la période donc de la Troisième République entre 1870 et 1940 de 30% à 35%, celui des chaires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres de 50 à 40%, et celui des 3 autres, Beaux-Arts, Françaises et Sciences morales, regroupés ici sur les courbes, de 19 à 25%. Entre 1869 et 1939, on dénombre 157 intitulés portés par de nouveaux professeurs au Collège de France. Parmi ceux-ci, 68 relèvent de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, soit 43,31%. C'est dire déjà le poids qui est accordé à l'Académie des inscriptions et belles-lettres par rapport à l'ensemble du corps du Collège de France. Les disciplines philologiques et historiques sont devenues l'un des éléments spécifiques du Collège de France à partir de la Troisième République. C'est un des marqueurs de cette institution. En donnant la part belle à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, y compris par rapport à l'Académie des sciences morales et politiques, le Collège de France a ouvert une voie royale à des disciplines d'érudition tellement rares pour certaines qu'elles n'étaient dispensées qu'au sein de la 4e section de l'école pratique des hautes études à l'époque. Les directeurs d'études de l'école pratique des hautes études se retrouvaient donc bien souvent sans réelle concurrence, sinon leurs collègues directs, leurs voisins de bureau. L'enjeu était plutôt de faire voter l'intitulé face à d'autres intitulés, et une fois que l'intitulé était voté, le vote était, dans certains cas, quasi acquis. Ainsi,
Parmi ces 68 professeurs du Collège de France, membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 29 exerçaient aussi à l'École pratique des hautes études, soit 41,17%, je l'ai déjà dit. Parmi ceux-ci, on compte un cumulant, Sylvain Lévy, section 4 et 5, 2 relèvent de la 5e section, Massignon et Millet, et donc 25 ou 26, si on compte Lévy, relèvent de la 4e, soit 92%. Le poids accordé à l'Académie des inscriptions et belles-lettres au Collège de France offrait donc une voie royale, pas à n'importe quelle section, mais à la 4e section de l'École pratique des hautes études. Par contraste, sur la même période, 30 professeurs élus relevaient de l'Académie des sciences morales et politiques, c'est-à-dire en gros 19% de l'ensemble des professeurs élus au cours de la période. Parmi eux, on ne compte que 8 professeurs exerçant aussi à l'École pratique des hautes études, tous au sein de la 5e section. Il faut dire que les lieux d'exercice permettant la candidature à des chaires juridiques, économiques, géographiques ou philosophiques étaient beaucoup plus nombreux. Les membres des facultés pouvaient tout autant y prétendre que les membres de l'EPHE 5e section. La concurrence était donc objectivement plus rude. Surtout, le nombre de postes au Collège de France étant restreint, il n'y a pas, comme à l'École pratique des hautes études, de doublet avec d'un côté des professeurs de langue et de l'autre des spécialistes des religions des aires linguistiques considérées. C'est soit l'un, soit l'autre. Ainsi, lorsqu'un philologue de la 4e section spécialiste d'une aire linguistique était élu, il ne pouvait y avoir un autre professeur spécialiste des religions de l'espace correspondant, ou alors de manière très ponctuelle dans des configurations complexes. Cette inséparabilité était d'ailleurs encore plus renforcée par l'homogénéisation des intitulés philologiques qui s'est produit en 1885 et sur laquelle je reviendrai, et qui se traduisait par le doublon langue et littérature sanskrit, langue et littérature germanique, langue et littérature, etc. Sémitique. La difficulté variable de l'élection peut se mesurer à l'aide du cas des Durkheimiens. Comme l'a montré Raphaël Bentienne dans son étude sur les Durkheimiens et le Collège de France, et avant lui Philippe Bénard en 1979, le fait d'être considéré comme Durkheimien n'était pas nécessairement un obstacle insurmontable à une élection au Collège de France. C'est bien davantage l'étiquette de sociologie qui, à l'époque, dans les têtes, était associée à celle de socialisme qui heurtait. Alors que Durkheim échoue à 2 reprises et que Mauss n'obtient une chaire de sociologie que lors de sa 3e tentative en 1930, Antoine Maillet et Charles Fosset sont élus. Bon, on a vu dans le détail que l'élection de Charles Fosset est très compliquée, mais ils sont malgré tout élus lors de la première tentative en 1905 sur des chaires de spécialistes d'érudits, grammaire comparée ou philologie et archéologie assyrienne. À la différence de celui de sociologie, ces intitulés pouvaient apparaître. D'abord, ces intitulés existaient déjà au Collège de France, c'est déjà un point important. Donc, ça veut dire que la question du renouvellement s'était posée, autrement dit, savoir si on renonçait à ces enseignements ou pas, ce qui, à une époque où la science allemande constituait une référence et où ces disciplines étaient fortement développées en Allemagne évidemment, aurait été peut-être un marqueur de retour en arrière pour les acteurs, perçus comme des disciplines à la pointe, y renoncer aurait été une sorte d'abandon de la concurrence internationale. Mais peut-être qu'au moins dans le cas de Maillet, puisque dans le cas de Fosset c'est plus compliqué, mais dans le cas de Maillet, on pourrait dire, avec Raphaël Bentienne, que c'est en dépit de leur implication de son implication dans la sociologie que Maillet est élu. Pour Fosset, c'est plus compliqué. Il semble avoir plutôt bénéficié d'une configuration où le fait d'avoir été, sinon proche des réformateurs de la réforme de 1905, du moins son adversaire éloigné lui a bénéficié. En tout cas, il semble que ces disciplines apparaissent plus dépassionnées, plus neutres politiquement que la sociologie, et donc peut-être moins sujettes à difficulté d'élection. Il faudrait là aussi multiplier les cas pour essayer d'éprouver l'hypothèse.
J'en arrive pour finir à ma troisième question, celle de savoir comment les professeurs, qui pour la plupart continuaient à cumuler les fonctions dans les deux institutions, ont distribué et réparti leurs enseignements, notamment en comparant leurs intitulés de direction d'études et de chaires. Alors là, sur ce point, l'enquête est particulièrement au début. Pour bien faire, comme je le disais, il faudrait comparer les contenus des cours dans les deux institutions par l'intermédiaire des résumés publiés chaque année dans les annuaires de l'EPHE et du Collège de France sur la période. Je m'en tiendrai donc à une confrontation entre les choix d'intitulés, parce que, c'est mon hypothèse, le choix d'un intitulé n'est jamais anodin, et en particulier au Collège de France, puisque depuis Renan, l'institution se définit comme le lieu de la science en voie de se faire, et que le renouvellement des intitulés y est considéré comme un marqueur de cette identité. Alors, il ne m'a pas été possible de retrouver tous les intitulés des directions d'études des 111 professeurs du Collège de France. J'ai profité de vos diapositives pour essayer de compléter là où j'avais des lacunes. J'en ai retrouvé 103. La première chose qui apparaît est qu'il n'y a que très peu d'intitulés choisis pour le Collège de France qui soient identiques à ceux des enseignements dispensés à l'École pratique des hautes études. Je n'ai relevé que 3 cas. Louis Havet, philologie latine, Antoine Meillet, grammaire comparée, et Edmond Farral, littérature latine du Moyen-Âge. Tous les autres innovent, plus ou moins bien entendu, mais d'une manière ou d'une autre, ils innovent. Ceci est une conséquence du fait que je viens de mentionner, c'est-à-dire que le renouvellement des intitulés apparaît comme un signe extérieur de la spécificité du Collège de France. La deuxième caractéristique qui ressort est la plus grande généralité des intitulés du Collège de France, moins spécialisés que ceux des directions d'études de l'école pratique. Quelques exemples. Le cours de Pierre Courcel à l'EPHE s'intitulait « Littérature latine d'époque chrétienne ». Il devient « Littérature latine tout court » au Collège de France. Celui de Sociologie de l'éducation et de la culture de Pierre Bourdieu devient « Sociologie uniquement » au Collège de France. La direction d'études de Jean Leclan, Histoire de la diffusion des cultes égyptiens, devient Égyptologie au Collège de France. Il y a évidemment plusieurs raisons à cela. Le Collège de France compte un nombre restreint d'enseignements et d'enseignants, chacun devant donc couvrir un domaine plus large que ce à quoi il s'est astreint au sein d'une section de l'EPHE, qui réunit soit uniquement des philologues, soit des spécialistes des religions, par exemple, et surtout des gens qui sont susceptibles de, justement, être spécialistes d'aires très connexes. À cela s'ajoute le public, très volatile et très souvent non spécialiste au Collège de France. Mais il faut aussi justifier le cumul des enseignements. Le partage entre enseignements pratiques et spécialisés à l'EPHE et les cours magistraux au CDF, au Collège de France, beaucoup plus généraux, permet de clarifier les pratiques, au moins sur la fiche. Troisième caractéristique liée à la précédente, la moindre technicité des intitulés. Simian enseignait l'histoire et la statistique économique à l'École pratique des hautes études. Au Collège de France, il est titulaire d'une chaire d'histoire du travail. Le séminaire de Jean Guilaine à l'École des hautes études en sciences sociales s'intitulait « Néolithisation et première société rurale ». Au Collège de France, sa chaire porte l'intitulé « Civilisation de l'Europe au néolithique et à l'âge du bronze ». Pierre Hadot enseignait la patristique latine, puis la théologie et la mystique de l'époque hellénistique et romaine à l'École pratique des hautes études. Moins techniquement, au Collège de France, il enseignera l'histoire et la pensée hellénistique et romaine. Georges Le Rider substitua l'histoire économique et monétaire de l'Orient hellénistique à la numismatique grecque de l'école pratique. La codicologie, présente dans l'intitulé de l'enseignement de François Desroches à l'École pratique des hautes études, disparaît au profit de Histoire du Coran, texte et transmission. Ceci est encore plus vrai pour les labels savants. J'en veux pour preuve 3 exemples. Premier exemple, celui de Nathan Bachtel, dont la direction d'études à l'École des hautes études en sciences sociales comportait un label savant très situé, celui d'anthropologie historique. Anthropologie historique des sociétés méso- et sud-américaines, alors qu'au Collège de France, il le troque pour la formule plus directement compréhensible et moins située, histoire et anthropologie des sociétés méso- et sud-américaines. Deuxième cas, Philippe Descola, qui troque l'écologie symbolique de l'École des hautes études en sciences sociales, dont l'objectif était de faire pièce à l'écologie humaine ou culturelle états-unienne, pour l'anthropologie de la nature. Certes, un oxymore peu fréquent, dont il se justifie dans sa leçon inaugurale, mais malgré tout une formule un peu moins technique, qui peut l'apparaître.
Enfin, la socio-histoire des pratiques culturelles 16e-18e siècle, présente dans l'intitulé de la direction d'études de Roger Chartier, disparaît au profit de Écrits et culture dans l'Europe moderne. Quatrième caractéristique liée à ce qu'on pourrait appeler, et elle est particulièrement liée à ce qu'on pourrait appeler un jeu de chair musicale. On en a eu plusieurs exemples aujourd'hui. J'en citerai un, pour ne pas être trop long, celui de Jules Bloch, qui enseignait la grammaire comparée à l'école pratique des hautes études et qui devient professeur de langue et littérature sanscrite au Collège de France, parce que Benveniste vient d'avoir la chaire de grammaire comparée. C'est au même moment. Mais ce même cas nous renvoie à une dernière caractéristique. Depuis la fin du XIXe siècle, des intitulés types sont implicitement devenus comme la marque de fabrique du Collège de France. Parmi ceux-là, le doublet dont j'ai parlé, langue et littérature. Après avoir obtenu son transfert de la chaire de langue persane qu'il occupait depuis 1876 à celle de langue arabe, et alors qu'on discute en parallèle des candidats pour les langues, les intitulés langue et littérature d'origine slave, Adrien Barbier de Ménard demande le 18 janvier 1885 à ce que son ancien intitulé soit renommé langue et littérature de la Perse. De façon, je le cite, de façon à ce que la chaire embrasse les langues et les littératures de la Perse à ces différentes époques. Le 1er mars, il fait la même demande pour sa nouvelle chaire. Ses collègues, Pavet de Courteil, langue turque, et Renan, langue hébraïque, chaldéique et syriaque, souhaitent un changement identique pour leur propre titre dans la foulée. Étant donné que les enseignements des professeurs de grec, de langue d'origine germanique, de chinois et tartare mandchou ou de sanskrit étaient déjà intitulés de la sorte, une sorte de labellisation institutionnelle des cours portant sur des aires linguistiques semble ainsi s'imposer au Collège de France, une labellisation qui affirme le couplage essentiel entre linguistique et philologie. Deuxième et dernier phénomène d'homogénéisation, les intitulés comportant le terme civilisation. Ils apparaissent au milieu des années 30 et concernent beaucoup de professeurs issus de l'école pratique des hautes études. J'ai mis une liste. Sur les 111 professeurs recensés, le terme apparaît dans 14 titres de chaire, sur un total de 24 chaires qui utilisent le terme de civilisation de 1932 à nos jours. Alors que 2 enseignants le possédaient déjà dans leur intitulé de direction d'études. Donc il n'y avait que 2 intitulés parmi ces 14. 12 ont innové par rapport à l'école pratique des études. Seuls 2 possédaient déjà ce terme de civilisation. Ambis, dont il a aussi été question, qui enseigne à l'école pratique des hautes études les civilisations et langues de la Haute-Asie, et au Collège de France, histoire et civilisation de l'Asie orientale, et Dominique Charpin, ici présent, vous me corrigerez, qui était d'abord cumulant à la 4e section sous l'intitulé « Histoire et civilisation de la Babylonie ancienne », avant d'enseigner l'histoire de la Mésopotamie, toujours à l'EPHE, puis à nouveau la civilisation mésopotamienne, enfin à nouveau, pas tout à fait, mais le terme civilisation réapparaît au Collège de France avec civilisation mésopotamienne. Le seul cas que j'ai repéré où le terme est employé qu'à l'école pratique, c'est celui de Lévi-Strauss. Pardon. Je conclus. Comme je vous l'avais annoncé, donc cette communication est avant tout exploratoire. Il s'agissait de s'interroger sur le lien spécifique entre ces 2 institutions que sont le PHE et le Collège de France. On sait le caractère hautement centralisé du système d'enseignement supérieur français et surtout fortement hiérarchisé. Cette hiérarchie a sa traduction spatiale par cercle concentrique. L'idéatique d'une carrière réussie, selon la représentation qui s'est imposée en France, vint ainsi de la province à Paris, puis au sein de Paris, de son extérieur, vers la montagne Sainte-Geneviève, et puis au sein de la montagne Sainte-Geneviève, d'un côté à l'autre de la rue Saint-Jacques. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On est donc dans une échelle extrêmement réduite, celle des hiérarchies au sein des institutions d'enseignement supérieur du système universitaire français de prestige. Que ressort-il de cette enquête? Beaucoup de questions, peu de réponses, quelques réponses, je suggérais, ou quelques propositions de réponses. À l'époque où le Collège de France change de statut, au XXe siècle, comme j'ai déjà évoqué, où il devient le sommet de l'enseignement supérieur français, à l'heure de la massification universitaire, l'institution en a donc gagné en rareté et en prestige. Le Collège de France est devenu cette institution qui vient comme couronner le système académique français, et le poste de professeur d'autant plus convoité.
Dans la relation entre les deux institutions, École pratique des hautes études et Collège de France, cela se traduit donc par une succession et un ordre. On fait d'abord ses preuves à l'École pratique des hautes études avant de pouvoir prétendre accéder au Collège de France. Deuxième élément qui relève plus de l'acquis, l'École pratique des hautes études n'a pas servi de tremplin d'accès au Collège de France de manière uniforme. La 4e section est beaucoup plus que les autres propice à une élection au Collège de France, si l'on en croit les statistiques que je vous ai proposées. Le lien du Collège de France et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et la part importante accordée aux disciplines d'érudition à partir du XIXe siècle, qui sont représentées à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sont un des éléments explicatifs de ce fait. Enfin, le fort taux de cumul des postes ainsi que la deuxième devise du Collège de France, la science en voie de se faire, explique un écart entre les intitulés d'enseignement qui permet de mettre en évidence des caractéristiques propres aux deux institutions. Bref, antichambre, certes, ce n'est pas un passage obligé, une condition nécessaire et suffisante, dirait le logicien, mais c'est en tout cas, pour la 4e section, un facteur augmentant considérablement la probabilité d'un accès au Collège de France. Sans que pour autant, et c'est ce que l'analyse des intitulés tente à montrer, que le passage au Collège de France n'implique une adaptation à l'écosystème de cette institution. Je vous remercie.